Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'ESCP et Alumni Santé en partenariat avec managersanté.com. Et je suis ravie de vous accueillir ce soir avec Jean-Luc Stanislas. Bonsoir Jean-Luc. Merci Neda, bonjour à l'ensemble des participants et merci de votre grande fidélité à suivre notre actualité à travers les webinaires qui sont organisés sur la chaîne YouTube de managersanté.com, évidemment en partenariat avec le SCT Europe Alumni. Et nous sommes ravis ce soir évidemment d'accueillir un nouvel expert que Nada va présenter dans quelques instants. Alors évidemment que c'est encore une fois une nouvelle thématique qui promet d'être passionnante et nous sommes vraiment impatients d'écouter notre intervenant. Je vous précise que cet échange est enregistré et sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de managersanté.com. Et n'hésitez pas, tout au long de ce webinaire, de poser vos questions sur le chat et nous serons ravis de les relayer à notre invité. Et sans plus tarder, nous sommes ravis d'accueillir ce soir le professeur Henri Bergeron, professeur au sein de Sciences Po Paris et directeur de recherche au sein du CNRS. Il poursuit ses recherches sur des politiques de santé, la transformation des pratiques et des professions médicales. Monsieur Bergeron, bonsoir et merci de votre présence avec nous. Merci beaucoup de m'accueillir parmi vous. Donc, vous nous proposez un exposé d'une trentaine de minutes, suivi d'un moment d'échange, de questions-réponses en direct. Nous vous posons également les questions qui ont été envoyées avant. D'accord. Bon, donc je vous remercie encore. Alors, je suis un peu rattrapé par l'histoire un 16 mars parce que je suis cas contact depuis hier et que je sens une douce fièvre monter légèrement. Donc, si je ne suis pas très clair, ce qui m'arrive souvent, n'hésitez pas à intervenir pour me rappeler à mon devoir de clarté. Également, peut-être mal commencer ce séminaire en révélant une information. C'est que je suis un ancien de l'EM Lyon, donc après j'ai fait mon doctorat à Sciences Po, mais donc dans une école rivale, concurrente, mais néanmoins amie de l'ESCP. Donc je suis tout à fait ravi d'être avec vous. Alors, je vais partager mon écran. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui quelques-uns des éléments d'un ouvrage qui s'appelle Une crise organisationnelle. Donc, moi, je suis directeur de recherche au CNRS, je suis professeur à Sciences Po, je suis spécialiste de sociologie des organisations et des questions de santé. Je dirige un master de RH et puis un master de politique publique. Donc, ça paraît a priori deux sujets très différents, mais dans les deux cas, on s'occupe beaucoup d'organisation. C'est pour ça que j'ai ces deux responsabilités pédagogiques qui, sur le papier, paraissent mollement connectées. Alors, c'est un ouvrage collectif. Juste pour donner quelques éléments, j'ai envie de dire, de contexte de cet ouvrage. Vous connaissez les contraintes de l'édition. Il a fallu donc rendre l'ouvrage à peu près fin juin. Donc, l'ouvrage, c'est vraiment un ouvrage à chaud qui pose essentiellement des hypothèses, pose plus de questions qu'il n'y répond. Sur certains aspects, vraiment, il nous manquait de données empiriques. C'est pas du tout, pour nous, ça relève plus de l'essai, j'ai envie de dire, que ça ne relève à proprement parler du travail de recherche achevé. Ce travail de recherche achevé, nous le menons maintenant, puisque nous avons eu un financement de l'Agence nationale de la recherche pour continuer nos recherches. Et donc, nous travaillons un peu à comprendre la gestion de crise au sens large et notamment à trouver, à révéler les endroits où il y a eu des difficultés, notamment organisationnelles, et aussi les endroits où de la coopération, de l'invention, de la créativité entre acteurs qui, parfaitement inédite, a pu se constituer. En fait, cet ouvrage est parti de données de terrain qu'on a recueillies à chaud. On était un peu, il y a exactement un an, jour pour jour, peut-être 1 heure et demie plus tard, on était stupéfait de l'annonce du gouvernement. Alors, un membre de nos laboratoires est membre du conseil scientifique, donc on avait quelques éléments déjà de la gravité des décisions qui allaient être prises, mais on a été
on a été stupéfaits. On a commencé donc à faire des interviews. Alors, on a fait des interviews dans des administrations centrales, on a fait des interviews auprès de responsables d'agences sanitaires, des interviews aussi auprès de quelques personnes qui étaient proches, j'ai envie de dire, des ministres au moment de cette décision, des scientifiques, bien sûr, et puis beaucoup d'interviews sur le terrain dans les hôpitaux pour comprendre ce qui s'y passait, comment ces organisations particulières que sont les hôpitaux, qui ont quelques difficultés parfois à faire coopérer leurs membres. Hein. L'hôpital, pour faire souvent des études sur l'hôpital, vous le savez aussi, c'est un univers avec des spécialités, avec une hiérarchie implicite entre ces spécialités, avec des acteurs qui ont du mal à coopérer. Et là, tout d'un coup, au miracle, on avait partout dans les journaux, dans la presse, le récit d'une coopération enfin réussie entre toutes les parties prenantes de l'organisation, les spécialités bien sûr, mais les paramédicaux et les médicaux, la lignée managériale et la lignée médicale, dont on sait qu'elles se sont souvent opposées. Et qu'il y a eu un durcissement, j'ai envie de dire, avec toute une série de politiques de rationalisation qui ont eu lieu ces dernières années. Alors, comme il nous manquait beaucoup de données, on avait besoin de rendre sens de ce qui se décidait, de ce qui se passait. Et donc, c'est l'association en fait, de deux sociologues spécialistes de la gestion de crise, des catastrophes et de la sociologie des risques, et deux spécialistes de la sociologie de la santé publique. Et on s'est dit, mais c'est incroyable, toute une série de mesures qui pourtant étaient prévues n'ont pas été mises en œuvre. On n'a pas activé le plan de pandémie grippale, on n'a pas activé ou tardivement la cellule interministérielle de crise, on l'a fait le 17 mars, soit une journée après que les décisions les plus importantes, parmi les plus importantes selon des économistes depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, après que ces décisions ont été prises. Et puis en même temps, on a créé toute une série de structures alors que le champ de la santé publique en France, vous le savez, est saturé d'agences, de hauts conseils, d'ordres, de sociétés savantes, saturées d'organisations d'expertise. Comment se fait-il finalement qu'un gouvernement ne prenne pas des décisions qu'il est censé prendre ou n'enclenche pas des procédures d'activation de plans qui sont prévus pour prendre en charge des épidémies, si ce n'est comparables, du moins qui ont des éléments en commun avec celles qui s'annonçaient. Pourquoi n'active-t-il pas les outils classiques de la gestion de crise, comme la cellule interministérielle de crise, et en même temps, il crée des structures ad hoc dans un champ qui est déjà bien équipé en organisation. Alors, pour essayer de formuler des hypothèses et essayer d'avoir un peu des réponses à ces questions, on a relu toute une série de travaux historiques de sociologie de la décision publique, de sociologie de l'action publique, la sociologie de la crise. Il y a par exemple un auteur, donc on a relu des auteurs qui ont travaillé sur la tempête Irma, comment les acteurs s'étaient organisés sur le terrain pour faire face à cette tempête extraordinaire. On a lu aussi des ouvrages de chercheurs américains qui ont travaillé sur, par exemple, la crise des missiles de Cuba, comment Kennedy et McNamara et Bob Kennedy ont pris la décision qu'ils ont prise et pourquoi et selon quel processus de décision. Et on s'est rendu compte qu'un certain nombre des conclusions qui avaient été formulées par cette littérature que je ne peux pas citer dans son ensemble pouvaient être utilement posées comme hypothèse pour rendre compte d'un certain nombre de comportements du gouvernement. Et quand on a donné notre ouvrage à l'éditeur, on n'était pas rassuré parce que quand on est chercheur, on aime bien appuyer vraiment, j'ai envie de dire, ces constats sur des données solides, sur des données qui sont étayées empiriquement. Et là, on n'en avait pas beaucoup. On l'a quand même fait comme un essai pour essayer de donner du sens, en tout cas pour nous. Et finalement, l'ouvrage, les hypothèses qu'il a posées, on par la suite, non seulement n'ont pas été démenties, mais on a continué d'accumuler un certain nombre de données et l'ouvrage a commencé à circuler, un certain nombre d'acteurs, y compris
à très haut niveau, bien sûr pas le gouvernement parce qu'il a été interprété cet ouvrage certainement à tort comme un ouvrage critique, ce qui n'est pas vraiment, nous ont ouvert leurs portes pour nous raconter aussi de leur côté la façon dont ils avaient contribué à la gestion de cette crise. Ce matin, on a été auditionné par le Conseil d'État, on a été auditionné par le Conseil d'analyse économique, sociale et environnementale. On a été auditionné par la mission PITEC, cette mission qui va préparer un rapport d'évaluation de la gestion de crise indépendant à la demande du président et qui se veut être un peu un contre-feu aux rapports du Sénat et de l'Assemblée qui sont des rapports très à charge. Je reviendrai sur ce point. Donc, on n'avait pas toutes les données, mais on a posé des hypothèses et l'ensemble des interviews complémentaires que l'on réalise aujourd'hui, j'ai envie de dire, viennent vraiment renforcer nos hypothèses plutôt que les invalider, même si sur certains points, notre analyse peut être nuancée. Alors, le plan du livre, c'est 3 parties. On essaie de comprendre d'une certaine manière pourquoi la France, qui se considérait comme un État parfaitement préparé, finalement s'est retrouvé dans une situation de prendre une décision, le confinement généralisé, qui est une de solutions sur lesquelles on avait très peu de données scientifiques, sur son efficacité, mais également sur ses conséquences, qu'on n'avait jamais expérimenté à cette échelle-là dans une situation hors situation de guerre, et qu'un certain nombre d'outils élémentaires de la gestion des épidémies, notamment bien sûr la disponibilité des masques, n'étaient pas ainsi réunis. Alors, le nom des autres contributeurs, vous avez bien raison de me le rappeler, c'est un manquement, je vais aller trop vite de ma part. Il s'agit de Horace et de Patrick Castel, qui sont 2 autres chercheurs de Sciences Po, et de François Dedieu, qui lui est un chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, mais qui est un spécialiste aussi de ces questions de gestion de crise. Vous avez raison, merci Lidvine de me le rappeler, c'est tout à fait nécessaire. Donc une première partie sur est-ce qu'on peut trouver une explication à cette impréparation et comment comprendre cette décision du confinement que personne n'attendait une semaine avant. Et puis une deuxième partie qui essaie de comprendre les endroits où, grosso modo, il y a eu des difficultés à coopérer et d'autres endroits où, au contraire, il y a eu plus de possibilités de coopérer. Et la coopération, ce n'est pas du tout anecdotique parce qu'en situation normale, en situation ordinaire comme en situation extraordinaire, rien de grand n'est atteint sans la coopération des forces vives, des organisations. C'est comme ça, bien évidemment, dans l'univers privé, mais c'est comme ça aussi dans l'univers public. Donc la coordination, ce n'est pas juste un élément parmi d'autres. Une politique publique, c'est quoi? C'est tenter de mettre à disposition des agents et des effecteurs de l'action publique un certain nombre d'outils indispensables, des masques, des tests, des vaccins, par exemple, à la réalisation d'une politique de santé publique, si on prend ce cas-là, mais c'était aussi créer les conditions de la coopération entre ces acteurs. Or, cette crise, très vite, on a vu à la fois, je vous dis, des exemples d'une formidable coopération, y compris sur le terrain, avec des gens qui ont improvisé en dehors des cadres. Du côté des pompiers, on a beaucoup d'exemples qui ont été mis très à la marge de la gestion de cette crise. J'en donnerai quelques éléments d'explication. Puis de l'autre côté, vraiment des tensions assez fortes entre d'un côté les ARS, les préfectures, les présidences de région, entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé, hein, qui continue d'ailleurs de s'accrocher dans la gestion de cette crise. On y reviendra. Et puis, dernière partie, quelles leçons tirer pour former les décideurs face à ces situations d'incertitude? Alors, c'est des leçons, à la fois des leçons sur comment préparer les retours d'expérience futures, et on aide un certain nombre d'organisations en ce moment, publiques et privées, on pourrait y revenir si ça vous intéresse, à faire des rétex, c'est-à-dire à regarder de manière, j'ai envie de dire, rétrospective, ce qu'elles ont fait de bien et de pas bien, et puis aussi on donne quelques éléments sur la formation. Alors des élites, j'ai envie de dire, administratives, mais aussi des élites de grandes entreprises. Moi, je vous dis, je dirige un master qui est un master qui se situe dans l'école de management et l'innovation, qui est la partie, j'ai envie de dire, école de commerce de Sciences Po, et en discutant, je fais partie du groupe des alumni des DRH, des RH, on discute beaucoup. Il y a énormément d'éléments que j'ai envie de dire que l'on a tiré comme de conclusions qu'on a tirées pour le secteur public qu'on pourrait tout à fait transposer, modulo quelques adaptations au secteur privé. Alors je vais me
concentrer sur les deux premiers points. Et je vois que ça avance très très vite. Alors, comme je vous le dis, on a été très étonnés. Le président du conseil scientifique, à un moment, a dit quelques jours après le 17 mars, je ne me souviens plus exactement comment c'était, quand il a voulu relater la façon dont la décision avait été prise, il a dit c'est la meilleure, c'est pas la meilleure solution, mais c'est la seule possible. À l'époque, rationnellement, on ne pouvait pas faire autrement. On ne remet pas en cause que cette décision ait été nécessaire à un instant T. Je dirais même que, à leur place, eu égard aux contraintes qui pesaient sur la situation de décision, vu le moment où on en était rendu, on aurait certainement nous aussi opté pour, ou même, j'ai envie de dire de manière très profane, parce qu'on n'a pas la compétence qu'ont à la fois ces décideurs et ces scientifiques de sciences dures, mais on aurait certainement aussi opté pour cette solution. Il y a quand même quelques éléments qu'on voulait explorer. La première chose, c'est pourquoi les signaux d'alerte à partir du mois de janvier, et notamment à partir du 21 janvier, quand Santé publique France commence à activer, j'ai envie de dire, sa procédure de surveillance, qui est une procédure routinière de surveillance et de mise en alerte de ce type d'événements pandémiques, pourquoi ces signaux n'ont pas été aussi clairement entendus coup, c'est toujours facile de dire, mais qu'après coup, on considère qu'ils auraient dû être entendus. Comment expliquer également la confiance des autorités françaises au cours du mois de janvier, de février et de mars dans la capacité à faire face à ce virus? Pendant très longtemps, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin février, il s'agit d'une grippette, on a confiance dans nos capacités hospitalières, je vais revenir là-dessus, et c'est vrai que l'exécutif ne se mobilise pas réellement sur cette question, même si quelques jours avant que ces grandes décisions soient prises, un conseil des ministres est spécialement dédié à cette question du Covid. La chronologie aussi, pourquoi une décision est talonnée entre le 10 et le 16 mars? Que s'est-il passé? Pourquoi si rapidement? Et puis, comment rendre compte de cette décision finalement, le confinement? Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi un certain nombre de contraintes ont pesé sur les acteurs de telle sorte qu'ils n'avaient d'autre solution de le faire? Alors, tout de suite, on peut relever deux types de contraintes. Il y a des contraintes qui n'ont pas contribué à constituer eux-mêmes, qui sont des contraintes qu'ils ont héritées du passé, notamment la pénurie de masques. Et puis, il y a des contraintes, d'une certaine manière, dans lesquelles ils se sont eux-mêmes enfermés, notamment la création du conseil scientifique. J'y reviendrai. Alors, pour nous, on essaie de montrer dans cette première pratique, ce n'est pas tellement un déni de l'arrivée de l'épidémie et de ses alertes qu'un sentiment indu de préparation. D'accord? Et on fait l'hypothèse que trois mécanismes interagissent pour finalement donner le sentiment aux élites françaises, y compris une partie des élites médicales, que la France peut faire face à cette épidémie. Il y a un processus qu'on appelle un processus de dérive organisationnelle. Je vais y revenir. Il y a un autre élément qu'on appelle le risque scélérat. Et puis finalement, cette histoire de panique des élites, qui est un phénomène que les psychosociologues ont observé, qui est documenté dans la littérature de sciences sociales et qui est survenu en plusieurs époques, à plusieurs moments, sur lesquels je reviendrai brièvement. Alors d'abord, la dérive organisationnelle. C'est quoi la dérive organisationnelle? En fait, c'est un concept qui a été élaboré par Diane Vaughan quand elle a essayé de comprendre les raisons de l'explosion de la navette Challenger dans les années 80, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et finalement, dans ces investigations, le rapport officiel a cherché un responsable de la maintenance. Dans ses recherches, elle s'est rendue compte que ça faisait longtemps qu'on connaissait l'existence d'un risque d'explosion d'un joint au niveau d'une alimentation en carburant. Ne me faites pas rentrer trop dans la technique, je ne suis pas très bon, et que ce joint pouvait se rigidifier à des températures assez froides, se briser et laisser échapper une matière inflammable qui, avec les réacteurs, pouvait provoquer une explosion. Et en fait, ce risque était connu depuis 10 ans, et elle montre dans son ouvrage que finalement, au fur et à mesure, il y a eu ce qu'on peut appeler une tolérance à la déviance. C'est-à-dire que les acteurs se sont habitués à la possibilité, au fait que ce risque existe, et comme ce risque ne se réalisait jamais, eh bien, au fur et à mesure, ils ont commencé à y accorder
moins d'importance. Elle montre aussi un élément très important, c'est que finalement, la prise en charge de la réparation de ce risque suppose la coordination et la coopération de toute une série d'acteurs, parce que finalement, il faut réunir des décisions qui sont dispersées dans une organisation très compliquée qu'est l'organisation de la NASA. Et donc finalement, ça peut paraître trivial de l'extérieur, on change le joint, mais en fait, ça impliquait un grand nombre d'unités de direction de la NASA et que donc finalement, ça a constitué un obstacle à la prise en charge de ce problème, d'autant plus que ce problème ne se réalisait pas et qu'un nombre important de lancements ont été réalisés sans que la navette n'explose. Alors dans le cas, quand on applique ce concept, finalement, c'est un peu ce qui s'est passé vis-à-vis des... Il y a une lente érosion des moyens et de l'attention allouée à la gestion des pandémies au cours de la dernière décennie, et notamment à partir des leçons précédentes des alertes. Grosso modo, soit on a considéré qu'on en avait trop fait, H1N1, soit au contraire un certain nombre d'alertes, comme celle du SARS ou comme celle du MERS, ne se sont pas épanouies ou ne se sont pas réalisées. Et donc, la question des alertes devient la question de ces... Il y a une perte d'attention et on ne tire pas... les leçons qui sont tirées, c'est il ne faut pas en faire trop. Je pense que Roselyne Bachelot a payé chèrement sa gestion de la crise en termes de réputation politique. Par ailleurs, il y a aussi comment dire, une dispersion de la décision et notamment la distinction, ça a été très bien documenté par le journal Le Monde dans toute une série d'éléments d'articles qu'ils ont fait sur les masques. Il y a eu une décision importante de distinction entre ce qu'on appelait les stocks stratégiques et les stocks tactiques qui fait qu'on a dispersé la responsabilité de la gestion des stocks et qui font qu'au fur et à mesure, eh bien, plus personne n'était vraiment responsable et des stocks n'ont pas été renouvelés, des stocks se sont périmés, des stocks ont été détruits et les interviews qu'on mène aujourd'hui, y compris auprès de directeurs et de directrices d'agences qui sont directement les agences, ils n'étaient pas au courant aussi nettement de ces éléments manquants ou quand ils l'étaient, aucune solution, des lettres étaient envoyées, des courriers étaient faits aux ministres pour éventuellement les reconstituer et que ce n'était pas vraiment suivi. Et ce n'est pas vraiment suivi, notamment parce que à partir des années 2000, grosso modo, il y a un risque qui devient un risque principal, qui est celui plutôt de la gestion des risques terroristes. Le plan blanc en est une illustration. Le plan blanc a été, j'ai envie de dire, conçu pour l'arrivée massive à un instant T de victimes à l'hôpital, un accident de bus, de car, un accident de voiture massif, ou alors des accidents terroristes. Il n'a pas du tout été conçu pour un risque pandémique, chronique, enfin qui se chronicise et qui dure relativement longtemps. Je me rends compte que je suis très... Le deuxième élément, c'est cette notion de risque scélérat. Comme je vous l'ai dit, c'est que finalement, donc je vais un peu me répéter, il y a toute une série d'alertes. Il y a toute une série d'alertes qui ne se réalisent pas et qui sont d'une ampleur limitée. Et grosso modo, les premiers signaux d'alerte en janvier qui donnent l'activation à un dispositif de crise au ministère de la Santé, mais c'est une action de routine, finalement. Le ministère a l'habitude de faire ça. Il le fait aussi pour les grippes régulièrement. Et puis, les 3 premiers clusters, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le mois de février, dans la station des Contamines de Bretagne et près de Montpellier, sont des clusters qui sont maîtrisés et qui donnent le sentiment que la France pourra maîtriser facilement. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la France a pâti vraiment de ce qui s'est passé à Mulhouse. Pas beaucoup de systèmes hospitaliers confrontés à un cluster de l'ampleur de celui de Mulhouse, y compris en Allemagne, avec des capacités de réanimation assez importantes ou en Lombardie, n'aurait résisté à pareil cluster. Et puis, ce n'est seulement que fin février que les infectiologues et les réanimateurs commencent à s'alarmer avec des informations en provenance d'Italie, avec aussi des informations en provenance de leurs collègues chinois ou de leurs collègues taïwanais qui, pour des questions de sécurité, écoutent les communications chinoises, les interprètent pour des questions de sécurité nationale, transfère un certain nombre d'informations et commence à comprendre effectivement que ça va être beaucoup plus difficile. Et la flambée de l'épidémie a lieu le 6-8 mars. Grosso modo, c'est à ce moment-là vraiment qu'il y a une manifestation dans les chiffres de la vague épidémique. C'est un risque scélérat. Ce que je veux dire, c'est qu'on a d'autant moins d'attention à ces signaux que, souvenez-vous, à cette époque,
l'ensemble du gouvernement Macron est tendu vers le passage de la réforme des retraites. On sort d'une séquence politique qui est extrêmement difficile, qui a été une séquence politique marquée par les Gilets jaunes, puis ensuite une série de manifestations et de grèves pour s'opposer à la réforme des retraites. Et cette réforme de retraite, elle n'est pas anecdotique à l'intérieur dans l'agenda d'Emmanuel Macron. Elle fait certainement partie, elle constitue certainement la retraite essentielle sur la base duquel il voudra que son action de réformateur, son bilan de réformateur soit jugé à l'issue du quinquennat. Et l'ensemble de l'exécutif est tourné vers la mise en œuvre de cette réforme. Ce fameux Conseil des ministres, quelques jours avant cet enclenchement rapide de décision, a officiellement comme objectif le Covid-19, mais il a surtout comme objectif de donner l'autorisation au gouvernement d'utiliser le 49.3 pour faire passer cette réforme. Donc il n'est pas facile pour les agences sanitaires de sonner le tocsin face à un gouvernement, sonner le tocsin en plus, face à un gouvernement qui non seulement se méfie de ses administrations, hein, la présidence Macron est marquée par ces considérations-là, hein, il veut engager la réforme de l'ENA, hein, il y a vraiment une méfiance des corps intermédiaires et vis-à-vis des administrations. Hein. D'ailleurs, la crise des Gilets jaunes, il ne la résoudra pas dans un dialogue avec les corps intermédiaires. Il ira directement discuter pendant des heures et des heures avec les citoyens, donc passant au-dessus. Donc, les agents se trouvent dans une situation où, effectivement, elles n'osent pas, c'est notre hypothèse qu'on pose, on a quelques éléments maintenant, elles n'osent pas vraiment, c'est difficile de dire à son chef, le beau projet que vous portez ne va pas se réaliser, surtout que à l'époque, un certain nombre de professionnels de santé continuent à dire que c'est une grippette. Hein, et on n'a pas encore ces éléments d'information, même si on sent bien qu'en Italie, c'est difficile. Alors, panique des élites, en fait, ça réfère à des travaux de Clark Chess, et c'est quand vous regardez un peu ce qui se passe, il y a une première réunion avec une trentaine d'experts qui sont dubitatifs quant aux estimations de l'Imperial College qui se réunit le 5 mars. On est à l'Élysée, personne ne porte son masque. Hein. Moi, j'ai interviewé de manière informelle un certain nombre de participants, collègues, chercheurs. Voilà, tout le monde est assez décontracté. On va créer le conseil scientifique autour de M. Delfraissy et de Yazdan Pana le 10 mars. Le 12 mars, Emmanuel Macron annonce que la France est en guerre, que les écoles fermeront à compter du 16 mars. Le 14 mars, on annonce la fermeture des bars et des restaurants. Et on annonce le lendemain un confinement généralisé. Donc l'année dernière, exactement à la même heure, hein, le lendemain, c'était le début du confinement. Est-ce que cela va se reproduire? Et donc, mise en place d'un confinement qui est expérimentée en Chine. Alors en Chine, elle est expérimentée de manière extrêmement partielle. Elle n'est pas du tout expérimentée de manière généralisée comme en France. Et en Italie, alors je ne peux pas rentrer dans le détail, mais elle est aussi expérimentée dans une logique de précaution maximum. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de la situation épidémiologique de l'Italie à cette époque-là entre nord et le sud, mais on a vraiment eu un gros taux de prévalence important dans le nord et très peu dans le sud. Mais on décide de prendre une option généralisée parce que il y a une histoire en Chine qui est le chef de la sécurité civile qui était en charge de la gestion de la survenue d'un tremblement de terre dont des scientifiques ont annoncé que finalement il n'allait pas avoir de conséquences, puis qui s'est répliqué et qui a provoqué des morts. Il y a eu un procès, les scientifiques ont été accusés puis finalement relaxés. Ce responsable de la sécurité civile, c'est l'une des personnes qui était en manette en Italie et il a en tête ce traumatisme de ne pas avoir pris des décisions rapides sur cette question, et donc il met en place, il y a un effet mimétisme qui est un effet absolument nécessaire. Donc le confinement, trois conditions qui permettent d'expliquer le confinement, des conditions organisationnelles, des conditions cognitives et des conditions politiques. Les conditions organisationnelles, c'est que finalement, c'est intéressant, on n'active pas le plan de pandémie grippale et du dispositif de gestion de crise. Il y a aussi une appropriation qui est une appropriation par le ministère de la Santé qui ne veut surtout pas que le ministère de l'Intérieur s'en occupe. En France, il y a, j'ai envie de dire, une tradition régalienne de gérer les états d'urgence, on en parlait ce matin au Conseil d'État, par les ministères régaliens. Il
Il y a aussi une méfiance par rapport aux agences sanitaires. Et donc, on va créer un conseil scientifique en dehors de tout ancrage institutionnel. Ce sont des personnalités intuitives, qui sont qualifiées, qui sont nommées pour leurs compétences individuelles on ne se repose pas sur Santé publique France, sur l'Agence du médicament, sur le Haut Conseil de la santé publique qu'on fera rentrer plus tard. Donc ça crée les conditions organisationnelles où vous avez un triumvirat de ministres, enfin de ministres et de présidents, Premier ministre, Premier ministre, président de la République et ministre de la Santé, et un groupe d'experts avec des compétences essentiellement biomédicales, très peu de santé publique, un sociologue et une anthropologue, mais qui ne vont pas avoir beaucoup de poids. D'ailleurs, le sociologue, je vous le dis, s'appelle Daniel Benamouzik, il est à Sciences Po, mais c'est un ancien de l'ESCP. Vous pourrez peut-être le contacter parce qu'il peut vous donner son expérience d'un sociologue au sein du conseil scientifique. En tant qu'ancien, il sera peut-être intéressé de participer. Les conditions cognitives, c'est que, grosso modo, ces médecins, ils travaillent tous dans les centres de référence. Et dans les centres de référence, notamment Bichat et la Salpêtrière, on leur envoie les cas qui sont les cas les plus graves. Donc ils voient non seulement effectivement des personnes âgées dans des situations très difficiles, qu'on a intubées très tôt, parce qu'à cette époque, souvenez-vous, maintenant on le sait, les consignes d'intubation sont des consignes que les médecins chinois, et y compris italiens, l'Italie a une tradition d'anesthésie-réanimation qui est de valeur mondiale. On dit qu'il faut intuber tout, donc ils voient les patients dans des états pas possibles. Grosso modo, qu'est-ce qu'ils ont en main? Ils ont des données qui sont des données quantitatives, Imperial College, prévision de Pasteur. Une grande partie des experts en modélisation considèrent qu'elles sont très alarmistes. Et ils ont des informations cliniques, cette fois, plus qualitatives, qui remontent directement de ces hôpitaux de référence et qui leur dit, grosso modo, il y a une fameuse phrase où on leur dit « ça va être un carnage ». Et Emmanuel Macron dira à ce moment-là, si on ne met pas sous cloche le pays, dans 40 jours, on n'est plus là. L'air de dire qu'il y aura tellement de morts que de toute façon, ce sera la révolution dans le pays. Ce cadrage médical fait que le confinement, qui a des conséquences, maintenant on le sait, c'est de plus en plus documenté, très fortes en termes, et c'est notamment les chercheurs de santé publique, très fortes en termes de pauvreté, en termes d'emploi, donc des conséquences socio-économiques qui vont tous trouver une traduction dans une dégradation des états de santé de la population plus tard. Donc, ce que je veux dire, c'est que le cadrage biomédical, au profit d'un cadrage plutôt de santé publique, c'est un cadrage qui privilégie la protection des vies d'aujourd'hui par rapport aux vies de demain. Or, certains analystes font déjà valoir que les vies de demain, les pertes de chance liées aux déprogrammations et les conséquences de la paupérisation d'un certain nombre d'individus et de l'approfondissement des inégalités sociales aura des conséquences en termes d'état de santé et bien sûr en termes de mortalité, donc de morbidité et de mortalité qui pourront être supérieures à celles qui ont été provoquées par l'épidémie elle-même. Ça va être un débat sans fin, il va falloir beaucoup d'évaluations pour comprendre, mais en tout cas, ce débat n'est pas du tout ouvert au moment de la prise de décision. Et puis, dernière condition, j'en ai déjà parlé. La première chose, c'est qu'il y a une question de réputation internationale, de mimétisme, la comparaison internationale, alors qu'elle a peu lieu d'être, parce qu'il est très, très difficile de comparer la situation des pays. On a surtout comparé les pays par rapport à leur capacité en lits de réanimation, mais on ne compte pas les lits en Allemagne et en France de la même façon. On sait aussi que les déterminants de la diffusion de l'épidémie sont des déterminants sur lesquels beaucoup de politiques publiques n'ont pas prise. Par exemple, on sait que la densité des villes est importante. En Allemagne, les villes sont assez peu denses. On sait qu'en Allemagne, le nombre de personnes vivant seules, et notamment de personnes âgées vivant seules, est plus important qu'en France. Donc, forcément, il y a des éléments, j'ai envie de dire, qui sont des éléments structurels, qui sont liés au pays, qui sont indépendants des mesures que peuvent prendre un gouvernement à un instant T, qui expliquent aussi j'ai envie de dire, l'efficacité ou la plus grande efficacité d'une politique à un instant T. Les Allemands, pendant un temps, ils n'ont pas eu ce cluster, ils ont eu 15 jours de plus. Bon, et maintenant, on voit bien qu'ils ont été, entre guillemets, rattrapés par la patrouille et que la situation est extrêmement difficile là-bas. Donc, on voit bien que les politiques publiques, mais ça, c'est une conclusion assez classique, n'agissent que sur une partie faible des déterminants d'un phénomène. Comme les politiques de l'emploi. Elles n'agissent que sur des déterminants
que quelques déterminants de l'emploi. Donc, je vais bientôt m'arrêter parce que je vois, voilà, je vous ai présenté la première partie. Je voudrais juste aller sur un dernier élément pour conclure. C'est qu'on a assisté à cette époque à une frénésie de création organisationnelle. Comme je le disais, la société française est saturée d'organisations expertes qui n'ont pas été mobilisées. Notre hypothèse, c'est qu'elles ne sont pas mobilisées par Emmanuel Macron parce qu'il n'a pas envie de faire monter dans le processus de décision des organisations, Santé publique France, l'Agence française du médicament, le Haut Comité de la santé publique, certaines spécialités, etc. Des organisations qui vont amener avec elles leurs enjeux, leurs intérêts, leurs perceptions, leur culture organisationnelle, leur perception du problème et éventuellement leurs conflits entre elles. Donc il veut, en fait, ce que l'on gagne en capacité de décision autonome en créant un conseil scientifique qui est presque hors sol, on va le voir après, on le perd en capacité de mise en œuvre. Parce que ça veut dire que vous prenez des décisions sans associer les acteurs qui sont chargés de les mettre en œuvre. On va le voir sur les tests, on l'a vu bien évidemment sur les vaccins, on le voit sur les vaccins aujourd'hui. Donc, il y a eu, dans le fait de ne pas activer le plan de pandémie grippale, dans le fait de ne pas activer la cellule interministérielle de crise, cette volonté, notamment très poussée par Olivier Véran, de garder la main sur une politique et surtout de garder une forme d'autonomie de la décision. À partir de là, on a créé, dans la réplique d'un geste managérial très à la mode, petit groupe, donc agilité, donc facilité de la réponse, toute une série de missions, toute une série de cellules. On avait aujourd'hui un interview avec un directeur médical de crise au ministère de la Santé qui est par ailleurs membre du cabinet et qui nous a montré l'organigramme de la task force vaccinale qui se rajoute à la mission menée, enfin, au Haut Comité d'orientation de la stratégie vaccinale dirigé par Fischer et qui, par ailleurs, doit s'articuler avec l'ensemble des autres directions de l'administration centrale. Donc, on a créé toute une série de cellules et ces cellules, si elles ont été très fortes en stratégie, elles ont été beaucoup moins fortes à s'articuler avec les routines des autres ministères. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu un certain nombre de couacs. Hein. C'est assez amusant. Si ça vous intéresse, je vous montrerai la lettre de mission du général Lizuret. Le général Lizuret, il a fait un rapport qu'il a transmis à Édouard Philippe, enfin qu'il n'a pas transmis à Édouard Philippe parce qu'il est parti, qu'Édouard Philippe me dit ne pas avoir, qui est un rapport qui est resté sous le manteau, mais qu'on a pu lire et qui décrit cette espèce de frénésie organisationnelle et cette impossibilité à s'y repérer dans cette masse d'organisation, de coordination, au point que des membres de cabinet de certains ministères, dont je ne peux pas dévoiler l'objet, avaient des schémas qu'ils faisaient à la main pour s'y retrouver dans les processus de décision. Comment dire, pour nous, c'est vraiment typique d'un phénomène, d'un geste technocratique, et je conclurai là-dessus, qui est celui que créer des règles ou ou introduire des technologies vont résoudre les problèmes de coordination. Donc, dès que j'ai un problème de coordination entre des acteurs, je crée une nouvelle structure pour coordonner sans réfléchir précisément à la façon dont elle peut effectivement se coordonner avec les autres organisations. Si vous travaillez dans des sociétés privées, vous savez très bien que les missions transversales, c'est extrêmement difficile en termes de pouvoir de travailler avec l'ensemble des silos de l'organisation parce que, comme disent les jeunes, ils vous le calculent assez peu. Hein, vous êtes toujours un problème que vous rajoutez sur leur activité. Hein, ceux qui ont travaillé dans la RSE il y a une dizaine d'années ou un certain nombre d'autres acteurs dans les missions transversales. On ne se donne pas, hein, il y a vraiment un cercle vicieux bureaucratique. Créer des nouvelles organisations en permanence va permettre de réfléchir et de corriger la coordination des acteurs. Je me tais parce que j'ai été beaucoup trop long et je vous prie de m'excuser, je n'ai pas été jusqu'au bout, mais je reviendrai dans les questions sur des éléments si besoin. Tellement passionnant, merci beaucoup. Parfait. Félicitations pour cette brillante intervention. Votre intervention, elle est extrêmement intéressante sur la question presque conceptuelle des organisations donc à l'échelle de l'État. Alors, comme vous avez pu le remarquer, cher Henri, donc vous avez un certain nombre de questions qui sont posées dans le chat. Est-ce que vous souhaitez
peut-être y répondre d'emblée au fil de l'eau, hein, donc sans faire allusion aux problématiques d'organisation, mais ça peut être une belle Oui, illustration mais pour pouvoir je vais essayer d'y répondre si je peux y y répondre. répondre. Et je crois que Nana Alors, a deux questions également qui ont été posées un petit peu en amont. Donc, on va essayer d'y répondre. Et puis, le troisième point, juste avant, pour gérer un petit peu le temps, peut-être qu'on ouvrira la parole à quelques participants qui, sans doute, seraient intéressés pour apporter leur regard et leur réflexion. Voilà, c'est à vous. tout à fait. Alors, saurions-nous faire autrement? Alors, ça dépend sur quelle perspective. Euh, sur le confinement, nous, ce qui nous intéressait, c'était, en fait, ce qui nous embête, c'est que, si vous voulez, on est dans un monde où les situations de crise vont se répéter. Crise écologique, crise sanitaire qui sont liées, crise numérique, terrorisme, crise terroriste. Enfin, c'est un monde qui est un monde vers lequel un grand nombre de situations de crise vont se réaliser. Et euh, pour nous, le problème, c'est que l'État français ne se donne pas, l'État, mais aussi un peu les entreprises, ne se donnent pas les moyens de capitaliser sur des retours d'expérience qui seraient menés dans l'idéal selon la même méthodologie. On fait un rapport parlementaire du Sénat et de l'Assemblée, parce qu'il n'est pas question que ces deux organes n'aient pas eux-mêmes leur position. L'IGAS est en train de mener un autre rapport. Et finalement, l'idée, c'est de quoi? C'est de pointer des responsables individuels ou des dysfonctionnements technologiques et d'enfermer la crise dans sa singularité. Ben, finalement, la tempête de 1999, elle était incroyable. Jamais elle ne se reproduit. Enfin, il y a une chance sur 10 pour qu'elle se reproduise. On voit toujours des formations massives de nuages à ce moment-là de l'année. Météo France lance une alerte, mais ne s'attend pas à ce qu'elle soit comme ça. Or, les crises, elles sont effectivement distinctes, mais ce serait vraiment intéressant de pouvoir faire deux choses. D'abord, de pouvoir faire de l'observation à chaud de la façon dont se gèrent les crises. Dans les entreprises, comme dans les administrations, comme dans le monde associatif, énormément d'innovations ont été menées et ces innovations sont oubliées. Sont mises de côté parce qu'on ne capitalise pas dessus. Alors, donc ça, c'est un premier point à chaud, parce que ça paraît anecdotique, parce que ça paraît pas important. Or, par exemple, les groupes WhatsApp, pour un certain nombre d'acteurs, ont été extrêmement importants pour la coordination. Peut-être qu'on peut réfléchir à comment les créer, comment les utiliser. Ça peut paraître. Moi, j'ai lu les trois rapports, Pitet, Lisuret, 4 rapports, Assemblée nationale et Sénat. Ces éléments-là n'existent pas. Et puis, deuxième chose, c'est de créer les conditions de cumulativité des retours d'expérience en faisant en sorte que les méthodologies permettent de comparer les résultats des différents rapports. Là, les rapports sont faits à chaque fois selon des méthodologies ad hoc. Donc, une façon de faire autrement, ce serait de constituer les conditions de la comparabilité des gestions de crise pour insister sur ce qui a marché et trouver les raisons de ce qui a moins bien marché. Comment retrouver la confiance des citoyens avec toutes ces stratifications? Alors, c'est un cercle vicieux, vous avez parfaitement raison. La France est marquée par une singularité, c'est que l'État revendique le monopole de la gestion de crise. D'accord? Y compris sanitaire. On a un concept en France qui s'appelle le concept de sécurité sanitaire. Il a été inventé par Didier Tabuteau, qui est le président de la Chambre des affaires sociales du Conseil d'État, en 1992, dans le cabinet de Bernard Kouchner. Et ce terme de sécurité sanitaire, quand vous en parlez aux anglo-saxons, ils ne voient pas bien ce que ça veut dire. Mais ça renvoie bien à cette mission que l'État a une responsabilité et une volonté de contrôler de manière monopolistique les grandes décisions. Et ça lui a été reproché, et on a eu du mal à associer, même si la nomination de Castex a été un premier moment vers, j'ai envie de dire, la prise en compte notamment des acteurs locaux. C'est vrai que d'une certaine manière, et ça, quand vous revendiquez le monopole de la gestion de crise, c'est comme ça que je vais répondre à votre question et je vais m'arrêter. Forcément, comme ces crises sont difficilement maîtrisables, un virus pareil, il est incontrôlable, et ben vous vous exposez à beaucoup de déceptions. Vous vous exposez à beaucoup de ressentiments. D'accord? Donc, à la fois, on attend toujours plus de l'État. L'État, dans une jurisprudence qui maintenant est fou depuis au moins une trentaine d'années, revendique le monopole de la gestion de cette crise, décide de manière parfaitement élitaire. Alors là, c'est même pas l'État, j'ai envie de dire, c'est le gouvernement. Hein. D'abord, conseil scientifique et les trois ministres, présidents, premiers ministres,
puis ensuite conseil de sécurité. C'est vraiment une gestion élitaire, pas élitiste, mais élitaire, c'est-à-dire un petit groupe de personnes. Et il s'expose en disant « je vais m'occuper de votre sécurité publique et sanitaire ». Il s'expose effectivement à cette défiance du citoyen, forcément, qui nécessairement est déçu. Voilà, parce que quand on attend trop de celui qui revendique beaucoup, eh bien forcément, ça casse la confiance. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et effectivement, ces histoires de stratification sont des éléments qui viennent complexifier la lecture du paysage institutionnel. On a du mal à comprendre. Les interviews qu'on mène montrent que, par exemple, voilà, il y a un groupe qui est chargé de la stratégie, un autre groupe qui est chargé du déploiement opérationnel de la stratégie, et puis un dernier groupe qui est censé s'articuler avec les acteurs locaux. Or, comment penser une stratégie si on ne tient pas compte des contraintes de mise en œuvre? Enfin, par définition, les contraintes de mise en œuvre, elles sont là pour. C'est ce qu'on appelle, d'une certaine manière, les groupes agiles, c'est ça, c'est faire rentrer, entre guillemets, le client à l'intérieur de la fabrication de l'application. Voilà, il faudrait faire la même chose, faire rentrer. Et surtout, on n'a pas utilisé plein de ressources. Par exemple, la Croix-Rouge avait depuis longtemps réfléchi à des centres de vaccination avec un modèle qui n'a pas été repris par le ministère, qui a descendu ses solutions et qui ne s'est pas intéressé, à ce que pouvaient produire aussi les acteurs locaux. Justement, Laurent, nous avons une question Oui. relative à l'organisation. Là, vous parlez de la Croix-Rouge et des acteurs qu'on aurait pu davantage impliquer et valoriser. Nous avons reçu une question: comment améliorer l'organisation des parcours de soins à la suite de cette épidémie? Donc, en sortant de cette crise, quelles seraient les organisations à mettre en place? Alors, bon, c'est une bonne question sur laquelle je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup justement sur les déterminants de la coopération entre professionnels de santé autour de la coordination et des parcours de soins. Je suis responsable d'une des parties de l'évaluation du programme régional de santé de l'ARS Île-de-France pour des parcours de soins pour des personnes âgées, pour des parcours de soins pour des personnes handicapées. On va être en train de travailler aussi sur comment les outils digitaux peuvent permettre donc, on a travaillé également sur les relations ville-hôpital, les relations entre spécialités, les parcours de soins à l'intérieur de l'hôpital aussi. La question, ce n'est pas tellement quelle organisation. La question, c'est de comprendre les conditions pour lesquelles, dans certains cas, des acteurs coopèrent et dans d'autres cas, des acteurs ne coopèrent pas. D'accord ? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a déployé une petite théorie qui nous permet de comprendre que il y a certains professionnels de soins qui sont ravis de coopérer avec d'autres professionnels de soins à partir du moment où ils gardent, j'ai envie de dire, le monopole de la décision sur la stratégie thérapeutique d'ensemble. Et que quand ils envoient leurs patients consulter tel ou tel autre spécialiste ou à l'hôpital, il y a un retour à l'envoyeur. D'accord ? Il n'y a pas captation du patient. Et donc, ils construisent leur réseau de coopération et donc le parcours de soins en choisissant leur correspondance, c'est-à-dire ceux qui leur envoient les patients qui sont conformes à l'offre, qui sont capables de produire, et en même temps, ils construisent leur réseau de ressources, je ne sais pas quoi, un radiothérapeute, un oncologue, etc., en fonction justement du fait que ces acteurs vont jouer le jeu d'une réponse ponctuelle à une demande sans tenter de s'immiscer dans la stratégie de définition sur laquelle ils veulent garder le monopole. Je ne sais pas si je suis très clair quand je vous dis ça, pour ceux qui sont médecins ou qui travaillent beaucoup sur ces questions de santé. Donc là, on est vraiment sur les déterminants de la coopération. Donc, quand vous dites quelle organisation, je dis d'abord réfléchissons sur pourquoi ça coopère. Moi, j'ai une de mes étudiantes de thèse qui vient de soutenir une thèse sur la coopération dans les maisons pluridisciplinaires de santé. Très clairement, elle montre l'échange gagnant-gagnant qui peut exister entre le podologue, les infirmières, les IPA et les médecins généralistes dans la délégation de tâches. Et là, on voit qu'il y a un échange réciproque qui s'opère entre ces acteurs et qu'ils ont mutuellement intérêt à coopérer. Et cette coopération mutuelle, c'est ça qui favorise le parcours patient. Parce que du coup, le patient, j'ai envie de dire, passe sans frottement d'un professionnel à l'autre, sans qu'il y ait rupture, entre deux professionnels. Est-ce que je réponds à votre question? Je ne me rends pas du tout compte.
Oui, oui, oui. Et puis il y en a d'autres en plus. Donc n'hésitez pas, cher Henri, de lire les autres questions parce qu'il y a de plus en plus de questions. Donc allez-y, essayez de voir si vous... Pensez-vous qu'il existe un effet cliquet qui s'active dans le cas de crise majeure qui force à renouveler des organisations? Alors, euh, oui, parce que ça, c'est vraiment. Michel Crozier l'avait mis en avant dès les années 70. C'est-à-dire que, voilà, quand on a un problème, et si vous voulez, c'est un réflexe managérial que l'on a tous. Quand on a un problème de coopération ou de sous-performance à l'intérieur d'une unité ou d'un service, eh bien, on va beaucoup travailler sur le process, on va beaucoup travailler sur la technologie, on va mettre en place un nouveau contrôle d'atteinte de la performance, on va changer l'organigramme, on va fusionner des équipes, on va travailler sur tous ces aspects qu'on pourrait dire un peu la technostructure de l'organisation. Mais on se pose assez peu, la question de savoir si ça va être approprié et accepté par les acteurs. Et au contraire, quand on modifie vous avez tous modifié un organigramme ou même modifié des job descriptions, vous voyez la résistance que vous oppose, résistance que parfois vous n'avez pas prévue, que vous oppose ceux dont vous modifiez justement le périmètre de travail. Et donc, cette croyance technocratique dont la structure fait la coordination, elle empêche de penser les vrais déterminants de la coopération. Et c'est là où il y a un travail effectivement dans la formation des élites. Voilà, en France, le noble, c'est quand on travaille sur la stratégie. On va passer des heures à travailler sur le business model de son organisation, sa stratégie, le sens. Voilà, on va faire on va faire plein de frais de communication, plein de frais de... Et puis en face, on aura un syndicaliste CGT qui nous dira, j'ai bien compris quel est le sens et la direction de ta stratégie. Elle est magnifique, elle est très belle, elle est rationnelle, mais c'est non. C'est très intéressant. Alors beaucoup d'intervenants, beaucoup de participants sont là ce soir. Lidvine, est-ce que vous voulez poser une question? On a envie de vous, éventuellement, de vous donner la parole en tant qu'ancienne étudiante. Et puis voilà, vous avez eu le plaisir d'entendre Henri lors de ces très très belles interventions. Alors, on vous donne la parole, c'est à vous. Bah, c'est gentil, merci. Je suis toujours très intéressée à écouter Henri Bergeron parce que c'est toujours très intéressant et très, très concret. Et puis je trouve qu'il y a vraiment à la fois c'est conceptuel, mais à la fois c'est quand même rattaché à la réalité et donc aux contradictions quoi, du réel. Quoi. Donc c'est passionnant, merci beaucoup. Non, moi, oui, ce qui me frappe, c'est un peu la même chose que vous, mais ce qui me désespère un peu, c'est que c'est ce que vous évoquiez, c'est que dans la première phase du confinement, voilà, les médecins, la population hospitalière, le personnel soignant a fait œuvre d'une grande coopération transdisciplinaire, transversale, etc. Et que effectivement, vous l'avez dit, quoi, ça n'est pas retenu et ça n'est pas suivi et ça ne pose question à personne ou surtout ça n'intéresse personne et donc voilà, ça désespère encore plus les acteurs quoi, parce que les bonnes idées on voit où elles sont sur le terrain et pour autant elles sont pas voilà, au niveau organisationnel il y a des tas d'enseignements à tirer de ce qui s'est passé et personne ne s'en préoccupe. Voilà, donc ça m'intéresse d'avoir un peu votre avis là-dessus. Alors, on a identifié à l'hôpital 4 conditions. Bon, l'hôpital, donc on connaissait assez bien avec Patrick Castel, et puis on s'est dit, on nous vante une histoire de coopération, on applaudit tous les patients le soir, tous les professionnels de soins le soir, c'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, l'hôpital qu'on connaît s'est transformé, et partout était avancé. Et ça, c'est une leçon managériale. Je m'adresse à des anciens d'une école de commerce, et donc je tire de ce côté de la leçon managériale. Partout était présenté dans la presse, y compris chez les professionnels, l'idée que ce qui a poussé à la coopération, c'est les valeurs communes des soignants. Et c'est ce que cherchent à faire d'ailleurs les entreprises, développer la culture d'entreprise pour pousser les acteurs à coopérer. Et nous, on s'est dit, oui, c'est joli, mais ces valeurs communes, elles existent aussi en temps ordinaire. Et pourtant, anesthésistes réanimateurs et réanimateurs médicaux, pour ne parler que des deux spécialités, se font la guéguerre gentiment sur les ressources et ne coopèrent pas du tout en temps normal. Alors bien sûr, il y a eu un effet de sidération et l'ensemble du pays a été sidéré et ça a aidé, ça a poussé aussi un peu la coopération. Mais on a trouvé 4 conditions qui sont 4 conditions extrêmement, extrêmement concrètes. La première condition, c'est que la lignée managériale s'est complètement mise de côté. Elle a le plus souvent laissé les soignants s'auto-organiser. Et ça, c'est après des années de prégnance de la lignée managériale et de la mise en place
de politique de rationalisation de l'offre de soins médicale. Donc très souvent, on a vu des directeurs, des directrices d'hôpitaux nous dire, ou des directeurs ou des directrices de soins nous dire, bah, écoutez, nous, on était informés qu'ils avaient décidé de coloniser telle aile, de transformer des lits de soins intensifs directement, de faire de la salle de réveil, etc., etc., qui sont organisés. Premier point. Deuxième point, le quoi qu'il en coûte, c'est traduit par une abondance de financement, pour peu que la demande ait été raisonnée, qui là aussi était assez exceptionnelle. Troisième condition, il n'y a pas eu de concurrence, comme ça peut être le cas, autour des patients. Alors au début, il y a eu une concurrence, d'ailleurs entre la réanimation et les anesthésistes réanimateurs. Vous savez que les anesthésistes réanimateurs sont considérés par les réanimateurs médicaux comme des gens qui font un peu de la réanimation facile, parce qu'il n'y a pas de défaillance d'organes, parce que c'est après une opération du genou, parce que, bon, mais que les vrais artistes, c'est eux, quoi. Donc d'abord, ce problème, c'est notre problème. Et puis en fait, il y a eu un tel afflux de patients que finalement, il n'y a pas eu de concurrence autour. Mais au départ, ça a commencé comme ça. Les réanimateurs médicaux ont dit, c'est à nous. Contre les pneumologues, contre les virologues, c'est à nous. D'accord. Donc, mais très vite. Puis dernière chose, qui est l'élément certainement le plus important, c'est que, justement, et ça me permet de répondre à une question, c'est qu'il y a eu la suspension des interventions. Et la suspension des interventions, d'un point de vue organisationnel, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la suspension des enjeux professionnels des différents groupes de l'organisation. Si vous réunissez ces 4 conditions, dans n'importe quelle organisation, vous allez avoir de la coopération. Imaginez que dans un journal, vous disiez, vous pouvez partir en reportage autant de temps que vous voulez, aussi loin que vous voulez, avec l'argent que vous voulez. Tout le monde va travailler sur le même sujet. Il n'y a pas la rubrique des sports qui se bat contre la rubrique cette société qui se bat. Vous leur dites, on va faire un journal Le Monde de milliers de pages, si vous voulez. Il n'y a pas de limite. Nous, direction du Monde, on vous laisse choisir. Il n'y a pas de direction. Bon, ben vous faites coopérer les journalistes qui, par ailleurs, en temps normal, sont en compétition pour essayer d'obtenir le plus de… Voilà, donc ça, c'est des leçons. Alors, première leçon, c'est que construire une culture commune, contrairement à la vulgate des manuels de management, c'est un inducteur de la coopération qui est faible, qui n'est pas suffisant. Sinon, personne, les énarques pourraient travailler qu'entre eux, les Belges pourraient travailler qu'entre eux, les écoles d'ingénieurs pourraient travailler qu'entre eux. Il y a vraiment des déterminants qui sont beaucoup plus structurels pour induire la coopération. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est que sur ces 4 conditions, il y en a certaines qu'on peut reproduire à l'avenir pour favoriser la coopération. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça bloque parce que, grosso modo, il y a reprise du pouvoir par les chirurgiens, tout le plateau lourd, grosso modo, les pneumologues, les cardiologues, qui disent c'est fini pour nous et qui mettent la pression, notamment sur la direction de la PHP, en disant vous faites passer le confinement parce que nous, on n'acceptera plus ces suspensions d'intervention. Et si vous le faites, vous embolisez, ou si vous le faites, vous minez les conditions de négociation, vous, monsieur Martin Hirsch, que vous aurez dans les mois à venir sur d'autres transformations. Et quand on écoute Martin Hirsch, on sent bien qu'il défend. Donc, quand il défend le confinement, c'est bien sûr parce que c'est horrible, parce qu'il va y avoir des morts, parce qu'il va y avoir du tri, mais c'est aussi, il défend sa capacité de négociation avec les groupes forts de l'hôpital parce qu'il sait qu'il va être obligé de mener d'autres réformes dans le futur et que, voilà, et c'est pour ça qu'il y a de la tension entre les ARS, par exemple, aussi, et la PHP. Hein, l'ARS Île-de-France disait, vous allez jusqu'à 70% de déprogrammation et la PHP disait non. Ce n'est pas des questions médicales, ça c'est vraiment des questions de relations de pouvoir. Donc, cette grille permet aussi de décoder un peu tous ces discours, parce que Martin Hirsch, on le voit arriver comme j'ai circulé dans les lits et c'est la catastrophe. C'est vrai, mais il n'y a pas simplement ça. Hein. Et l'audience qu'on a donnée à des PUPH parisiens qui représentent qu'une partie du système de soins et qui par ailleurs sont influents à l'Assemblée est une audience que beaucoup d'autres groupes sociaux adoreraient avoir. Les gens les éducateurs spécialisés qui travaillent en banlieue depuis 30 ans et qui assistent en banlieue à la détérioration de la vie, à la dislocation des familles, à la perte de chance d'un certain nombre d'individus, à la plongée dans la délinquance d'autres, aux meurtres en difficulté. Je veux dire, eux, ils sont aussi confrontés à des situations d'urgence, mais bien sûr, ils n'ont jamais eu. Donc, c'est vrai que ce prisme très biomédical est un prisme qui
aussi est le résultat d'un rapport de pouvoir qui est favorable à la profession médicale. Super. Henri Bergeron, il nous faut 2 ou 3 heures avec vous, hein, parce que les échanges sont extrêmement passionnants. C'est gentil. Beaucoup de questions. C'est vraiment agréable et très enrichissant de vous écouter. Une dernière question qu'on prendra avant de conclure. Faut-il décentraliser et redonner le pouvoir d'action aux acteurs de terrain? Vous avez parlé tout à l'heure des ARS, mais au-delà des ARS, les acteurs de terrain, on a vu qu'ils ont prouvé leur capacité à piloter, à gérer la crise. Qu'en pensez-vous? Oui, alors en tout cas, je ne suis pas spécialiste de la décentralisation et je ne pourrais pas rentrer dans le grain fin de ce qu'il faut faire pour décentraliser. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le niveau de pilotage assez à distance, déconnecté des informations de l'ARS est un problème désormais. Donc, on a présenté l'ARS comme une forme de territorialisation des politiques de santé. En fait, ça a été au contraire une étatisation et il y a un contrôle plus fort du ministère de la Santé sur l'offre de soins médicaux, l'offre de soins hospitaliers. En revanche, ce que je sais, c'est que, in fine, une grande partie de la réaction, une grande partie de la réaction à la crise, elle a été faite par les acteurs de terrain. Et parfois en dehors des clous. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi une représentation mentale que de se dire que c'est l'État qui a tout fait parce que c'est lui qui revendique ça. Mais les acteurs de terrain, moi j'ai les pompiers qui ont fait la pression sur les ARS pour obtenir, parce qu'on se méfie de la sécurité civile qui a visiblement très mal géré Irma, etc. etc. Voilà, donc de ce point de vue-là, effectivement, rentrer dans le grain fin de là où doit se situer et comment elle doit se faire la décentralisation, je pense que ça mérite beaucoup de réflexions pour lesquelles je ne suis pas complètement équipé. En revanche, qu'on se mette d'accord sur l'idée que seul l'État ne peut pas gérer les crises et que ça concerne la société et les acteurs, y compris les acteurs privés. Ils ont fait énormément de choses. Et une grande partie de là où en est notre pays, bon, bien sûr, c'est grâce à des aides du chômage partiel, mais c'est aussi beaucoup par rapport à l'auto-organisation qui a eu lieu en toute une série d'endroits. Donc, de ce point de vue-là, c'est une décentralisation intellectuelle, j'ai envie de dire, qu'il faut faire. Super, merci beaucoup pour la réponse, Henri Bergeron. Un grand merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci de votre disponibilité, d'avoir lutté contre votre fatigue et votre état. Je vais me coucher là, je vais me coucher. et pour tenir vraiment un grand merci. Portez-vous bien. Oui. Et, à très bientôt pour une suite. Et puis, oui, il y aura bientôt une suite. Parce que la gestion de la deuxième vague est presque au plus pratique dans son impréparation et dans son improvisation avec voilà, que la première vague d'une certaine manière. Donc vous aurez beaucoup de choses à nous dire. Merci encore à tous les participants. À bientôt. Merci Jean-Luc Stanislas. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. À bientôt. Super, à très bientôt. Au revoir, à bientôt.